Donc aujourd'hui, moi qui est un individu qui aime beaucoup, beaucoup la musique, je suis un peu mélomane par les bords, donc je n'ai pas juste l'économique derrière ma cravate que j'arbore fièrement aujourd'hui. Je me suis basé un petit peu Ça marche? sur la musique, en fait, la musique québécoise, pour me poser la question que je trouvais très probante en ce moment, mais où sont allés tout ce beau monde-là? Depuis le début de la pandémie, on a l'impression que, bon, évidemment, beaucoup de chômage, beaucoup de gens ont été mis à pied pendant le gros moment de la pandémie. Mais on n'avait pas l'impression qu'il y avait autant de pression sur le marché du travail là, en février 2020 quand la pandémie a frappé. Puis on se pose la question aujourd'hui, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis dans quelle direction, dans le fond, le marché du travail québécois s'en va actuellement? Donc, je voudrais prendre peut-être une petite demi-heure avec vous là, pour regarder ça, faire l'état des lieux, puis répondre en fait à cette question-là. Mais est-ce que, bref, les gens sont allés quelque part? Qu'est-ce qui se passe au Québec? Puis pourquoi, présentement, on semble vivre tant de pression? Donc, on va débuter tout ça avec l'état des lieux. Donc, un petit regard sur le marché du travail post-pandémique, puis on va tenter de répondre un peu plus directement par la suite à notre question. Donc, voilà. Ce qui est important de prendre en compte dès le départ, c'est que l'emploi est revenu au niveau pré-pandémique, puis ça fait déjà plus qu'un an. Donc, vous l'aurez probablement remarqué comme employeur, comme spécialiste en recrutement, les niveaux d'emploi qu'on observe actuellement sont des niveaux qui sont légèrement plus élevés que ce qu'on avait déjà en février 2020. Donc, évidemment, le gros repli pendant la pandémie et les chiffres présentement, depuis plus d'un an, là, sont de retour au niveau. Et là, on se pose la question, oui, mais quel genre de job on crée, en fait? Est-ce que c'est des jobs à temps partiel qu'on observe? Est-ce que c'est des jobs qui sont peu payantes? Qu'est-ce qu'on observe, en fait, du côté de ces jobs-là? On voit tout de suite ici, en haut du graphique, que, bon, la progression entre février et octobre 2020 au niveau de l'emploi total, là, presque 7 plus d'emplois. La majorité, en fait, plus que la majorité de ces emplois-là sont des emplois à temps plein. Donc, c'est du beau travail, c'est de la grosse job qu'on crée, pas de la petite job. Une autre façon de valider ça dans les données actuellement, c'est de diviser les données en fonction des niveaux de salaire au niveau des postes que l'on crée. Puis encore une fois, si on fait la découpe là, entre ce qu'on observait dans la réalité québécoise, Ton micro est fermé, David. on a perdu après « Bonjour, mon nom est David » ou... Non, juste les dernières secondes. OK, super, désolé pour ça. Je vais essayer de garder un œil, je ne comprends pas pourquoi il s'est fermé. En réalité, ce que je disais, c'est que si on regarde un peu ici en bas de l'écran, là, on observe les quartiles de salaire les plus élevés dans notre économie. Puis c'est ces jobs-là qui ont progressé de façon quand même très phénoménale entre février 2020 et octobre 2022. Donc, ce qu'on génère présentement dans l'économie québécoise, c'est des jobs à temps plein, puis c'est des jobs qui sont fortement payés. En fait, ce que j'aime à rappeler même à mes étudiants occasionnellement, c'est vous savez que même McDo paye maintenant 18,50 $. Donc, on est dans un endroit où c'est vraiment des jobs à temps plein et à salaire relativement élevé qui sont payés. OK? Donc, on est aussi dans un environnement où la pénurie de main-d'œuvre, elle est très probante. Elle s'est installée. Vous êtes au courant de ça. Au Canada, dans l'ensemble, on parle présentement de 1 million de postes vacants. 1 million de postes vacants. Donc,
grosse problématique. Là, on n'avait même pas vu ça avant la pandémie. On était grosso modo au Canada autour de 500 000 postes vacants possiblement. Au Québec, on a plus que notre proportion à la population du côté de ces postes vacants-là. Le Québec, on parle d'une... C'est encore désactivé. Donc, 25 de postes vacants pour l'ensemble du Québec. On parle d'environ à peu près 250 000 postes vacants à combler. Puis là, la question à se poser, bien, où c'est qu'on prendrait bien ce monde-là pour combler, dans le fond, les attentes au niveau des postes. La pression est non seulement forte du côté de la quantité de postes vacants, mais ce qu'on observe aussi qui est une bonne / mauvaise nouvelle, ça dépend de comment on veut se placer, ce n'est pas que des postes en usine. Tu sais, on entend souvent parler que oui, on sait, la pression est très forte au niveau de la fabrication, la pression est très forte au niveau du secteur de la construction. En réalité, j'ai envie de vous dire que les chiffres les plus récents, c'est des chiffres qui nous montrent que, en fait, non, les postes qui nécessitent une formation postsecondaire, voire universitaire, qui demeurent vacants présentement, ont progressé de façon hyper importante. Sur les 250 000 environ postes disponibles au Québec actuellement, il y en a près de 110 000 qui sont des postes qui nécessitent une qualification. Donc, de ce point de vue-là, on ne parle plus de postes dans le commerce de détail, de postes dans les restaurants. On a vraiment passé à quelque chose d'autre dans la dynamique actuelle. Autre élément qui démontre beaucoup de pression également, c'est les délais pour trouver la... Encore sur mute. Il n'arrête pas de se mettre sur mute. Les délais depuis la fin 2020 ont littéralement explosé. Si on regarde ici les données que je présente, au deuxième trimestre de 2022, ça prenait la majorité des postes, j'ai envie de vous dire, plus de 50 des postes prennent au-delà de 60 jours à se combler au Québec. Et les postes qui prennent plus de 120 jours, là, si vous regardez le gris pâle sur l'écran, depuis la fin 2020, là, ça a explosé. Donc, on est vraiment dans une situation où la pression elle est importante. On me demandait aussi du côté du service des stages de dire, bien, écoutez, nous, la majorité de nos employeurs au service des stages sont sur l'axe Montréal, Montérégie, Estrie. Donc, on peut-tu avoir aussi une vision sur l'axe Montréal, Montérégie, Estrie? J'ai envie de vous dire que si je me concentre sur Montérégie, Estrie, vous allez prendre tout ce que je vais dire aujourd'hui, puis vous allez ajouter une coche de « ça va être pire ». Donc, en réalité, là, si je regarde la coche Montérégie-Estrie, on va dire que ça va être pire. Montréal est une région un peu particulière. Montréal, si vous avez remarqué, si vous êtes près des données, Montréal a toujours un niveau de chômage un peu plus élevé que la moyenne. Montréal a toujours semble un bassin donc de chômeurs un peu plus important. Puis, la raison est relativement simple à expliquer. Montréal attire beaucoup de gens parce qu'on se dit qu'à Montréal, la quantité de postes disponibles va être intéressante. Puis va être intéressante pour un bassin suffisamment large, une classe suffisamment large de travail, d'emploi que Montréal a comme centre dynamique de la dynamique économique québécoise. Candidate. OK? Donc, prudence de ce côté-là. Ceci dit, pire en Estrie, pire en Montérégie par rapport à ce que je vais dire. En Estrie, les dernières données nous disaient, données d'octobre qui émanaient de Statistique Canada, nous disaient que, par exemple, le taux de chômage à Sherbrooke était de 2,6 et Statistique Canada, du même souffle, nous disait que c'était le plus bas taux de chômage au Canada.
Donc, on est vraiment dans un endroit où il y a énormément de pression de ce côté-là. OK? Autre chose, Estrie Montérégie, particulièrement probant en Estrie. On va avoir la chance d'en reparler un petit peu plus, de façon un peu plus importante aujourd'hui. La population vieillit plus rapidement en Estrie. Donc, de façon générale, là, par exemple, la population de l'Estrie qui aurait dépassé l'âge vénérable de 65 ans est d'environ 24 % au moment où on se parle. À Montréal, on parle de 17,1 %, donc il y a quand même un 7 points de pourcentage différent de ce côté-là. OK? Donc, la question d'entrée de jeu était où est allé tout ce monde-là? Donc, j'ai 250 000 postes à combler au Québec présentement. La question, c'est dans quel bassin que je vais aller piger pour récupérer. Fait qu'on se disait tout au début de la pandémie ou pendant la pandémie, les premiers étés pandémiques où la PCU, PCRE était disponible pour les travailleurs, on se dit, ben, c'est relativement simple. Les gens sur la PCU, PCRE vont réapparaître éventuellement. Le marché du travail va se restabiliser, puis on va pouvoir combler nos postes. En réalité, j'ai envie de vous dire que ce temps-là est fini. Là. On sait tous le gap, en fait, que j'avais dans ce graphique-là. Ici, ça, c'est le graphique des prestataires d'assurance-emploi pour le Québec. On voit tout que le gap qui était ici a été rempli, évidemment, par la PCRU, PCRE. On a eu au Québec, dans l'ensemble, tout près de 400 000 demandeurs uniques. Et donc, ces gens-là, évidemment, quand ils sont sur ces prestations-là, ne sont peut-être pas présents sur le marché du travail, mais c'est une situation qui était déjà terminée au début de l'année 2021. Bon, les gens sur les programmes sont retournés de façon naturelle sur les programmes standards de prestations d'assurance-emploi. On s'entend tous et toutes. Ceci dit, au moment où on se parle, au Québec, il y a environ 110 000 prestataires d'assurance-emploi. Nous étions à 108 000 avant la pandémie. Donc, si on pense qu'on va récupérer de façon importante un certain nombre de travailleurs éventuellement dans le bassin des gens sur la prestation d'assurance-emploi, j'ai envie de vous dire, il va falloir y repenser parce que ce marché-là est déjà d'entrée de jeu normalisé. Une autre façon de le voir, c'est de regarder aussi la dynamique du taux de chômage. Et le taux de chômage au Québec est parmi les taux de chômage les plus faibles au Canada. On regarde ici que la tendance depuis 2020 jusqu'à 2022, ici, évidemment, là, le Québec est en bleu et son taux de chômage lors des dernières publications à 4,1 %. C'est un des taux de chômage les plus faibles au Canada. Donc, dans cette optique-là, si je me fie maintenant à la base de données de Statistique Canada pour le chômage, il y aurait environ 188 000 chômeurs au sens de Statistique Canada au Québec. Ce n'est même pas suffisant pour combler les 250 000 postes qui sont vacants actuellement. Donc, évidemment, il y a cet enjeu. Il n'y a pas suffisamment d'individus présentement, même dans les bassins, soit de prestations au niveau d'assurance-emploi ou les bassins de chômeurs au sens de Statistique Canada. Et évidemment, nul besoin là, de vous rappeler que ces deux bases de données-là ne se parlent pas nécessairement, là, donc prudence ici dans l'interprétation des données. Alors là, on se dit, OK, ça pourrait être quoi notre porte de sortie? On pourrait, et on entend beaucoup dans les médias, on a dit, écoutez, on va tenter de travailler sur les 55 ans et plus, tenter de maintenir ces gens-là en emploi le plus longtemps possible. Donc, ça pourrait être notre stratégie. Stratégie que, en passant, on a utilisée, en fait, depuis une vingtaine d'années déjà, depuis plus de 20 ans. Ce que je vous montre ici, c'est la participation des 55 ans et plus depuis le début où l'on collecte les données chez Statistique Canada, soit 1976.
Vous allez évidemment remarquer que début des années 2000, il y a une forte progression de la participation des 55 ans et plus. Participation qui atteint avant la pandémie un niveau record là, autour de 35 de la cohorte qui reste en emploi à ce moment-là. Donc, il y a très, très peu très peu de capacité à aller ajouter chez les 55 ans et plus. Si on se concentre là, dans les dernières années, c'est les mêmes données. Je les ramène en annuel, puis je me concentre sur les 5-6 dernières années disponibles. On se rend quand même compte qu'il y a une certaine baisse là, au courant de l'année 2020 liée à la pandémie. Actuellement, en 2022, là, il y a quelques points de pourcentage à aller récupérer de ce qu'on avait pré-pandémique. Mais ceci dit, malgré tout, si je me compare à où j'étais en 2019, que je me dis, mais si les 55 ans et plus participent comme c'était avant la pandémie, dans les faits, on récupère à peine une vingtaine de mille de travailleurs. Ce n'est pas la mer à boire. D'un autre côté, on pourrait dire, ben, on va se comparer à nos voisins immédiats, on va se comparer à l'Ontario. Et là, il y a un autre constat à faire. C'est que de façon générale, les Québécois, Québécoises vont prendre leur retraite un peu plus tôt que les Ontariens de façon générale. Ce que ça nous amène à dire, c'est que si les Québécois, au moment où on se parle, de 55 ans et plus, travaillaient au même niveau que les Ontariens, on arriverait à récupérer environ 110 000 travailleurs. Et donc, il y a quand même ce constat-là qu'on a à faire du côté de nos 55 ans et plus. Maintenant, comment on les attire, ça, c'est une autre paire de manches. On se rend compte, évidemment, que la fiscalité n'expliquera ou n'aidera pas tout. Il va y avoir un moment donné où on va peut-être vouloir garder ces gens-là, trouver des façons peut-être un peu plus innovatrices, peut-être un peu plus créatives de les garder, soit à temps partiel, soit dans des rôles de mentor ou peu importe. Mais il y a possiblement ici encore un travail à faire de ce côté-là, mais en même temps, ça ne sera pas la panacée, sachons-le. OK? Donc, si ce n'est pas à un bout du spectre, chez les gens les plus âgés qu'on peut s'attendre à trouver notre main-d'œuvre, ben, on va se poser des questions à l'autre bout du spectre. Est-ce que c'est les jeunes, en fait? En réalité, ce qu'on entend souvent, on n'a pas besoin de se déplacer beaucoup pour dire « Ouais, mais c'est clair, les jeunes ne travaillent pas. » Fait que c'est ça le problème, hein? Les jeunes ne travaillent pas. En réalité, là, ce qu'on a fait, c'est que je me suis intéressé à la question. Est-ce que les jeunes travaillent, en fait? On en est où? Et là, il y a plusieurs façons d'aller valider ça. Puis la première, c'est de regarder littéralement dans la cohorte des 15-24 ans, quel est le taux d'activité de cette population-là au Québec, puis de comparer ça avec les autres populations, la moyenne canadienne, ou le voisin immédiat qui est l'Ontario, ou par exemple la Colombie-Britannique, qui est également une province dans laquelle les pénuries de main-d'œuvre sont plus importantes que la moyenne canadienne. En réalité, je vous le donne en mille, là, les jeunes Québécois travaillent. Ils travaillent plus que la moyenne canadienne, travaillent éminemment plus que les Ontariens, les jeunes Ontariens, puis travaillent aussi davantage que les Britannico-Colombiens, qui sont une autre province avec laquelle il y a des enjeux. Là, on se dit, ben, OK, d'abord, nous, c'est parce qu'on a envoyé tous nos étudiants aux études, là, puis les étudiants aux études, ben, travaillent moins que les autres. Donc, peut-être qu'une autre question pour se poser, voir qu'est-ce qu'il y en est du côté des étudiants québécois, ceux qui sont à temps plein. Est-ce qu'eux travaillent par rapport à leurs homologues canadiens? Bien, la réponse, elle est que même du côté des étudiants, ils travaillent davantage que la moyenne canadienne, davantage que les Ontariens, davantage que les Britannico-Colombiens. Puis même pendant qu'ils sont aux études, il y a 55 des étudiants à temps plein au post-secondaire au Québec qui travaillent au moment où on se parle, à temps partiel ou à temps plein l'été pendant le congé d'école.
Et là, la question qu'on se pose, ben là, attends un peu, là, ça se peut pas. Tu me dis que les étudiants québécois travaillent, mais on les voit pas de nulle part. Ben, si les jeunes travaillent, il est où le problème? Ben, le problème, c'est qu'il n'y en a pas de jeunes. Il est là le problème. Donc, c'est pas qu'ils ne travaillent pas. En fait, ils travaillent plus que la moyenne, mais en réalité, depuis déjà quelques années, on a un problème avec la cohorte. On a un problème avec la cohorte des 15-24. Le graphique que je vous présente ici est un graphique qui est hyper parlant, puis il est parlant pour nous dans les écoles aussi, dans le sens que nous, on se pose la question, ben, il va-t-il y avoir des jeunes dans mon programme universitaire dans les prochaines années? Dans le fond, j'ai fait ce graphique-là au départ en me disant, ben, il va-t-il y avoir des jeunes sur mes bancs d'école? Ensuite, mes collègues qui enseignent à la maîtrise au doctorat sont venus me voir et m'ont dit, ben, écoute, il va-t-il y avoir des gens dans mes programmes de deuxième cycle, troisième cycle? Puis après ça, ben, on peut se dire, ben là, il va y avoir du monde qui va travailler parce qu'en réalité, là, c'est une séquence, évidemment, qui est logique ici. Là. La façon de lire le graphique, c'est que la ligne bleue représente la cohorte cumulative puis historique des 15-24 ans. Donc, c'est pas compliqué. Là, chaque point sur la ligne bleue, c'est en 2017, voici le nombre d'individus dans la cohorte des 15-24 ans. Puis, je projette ça dans l'avenir. Les lignes pointillées, c'est une projection sur la base des données qu'on a actuellement parce qu'on sait très bien que les 15 ans aujourd'hui vont finir par avoir 24 ans. Là, c'est ça l'enjeu. La ligne rouge, c'est le Canada. Et là, ce qu'on observe, c'est évidemment, là, déjà au Québec, à partir du début des années 2010, 2011, 2012, il y a eu une baisse tendancielle de la taille de la cohorte des 15-24. Puis, plus récemment, 2019-2020, il y a eu une stabilisation. Là, on s'est dit, OK, ben, on est sorti du bois. Réponse, non, pas vraiment. En réalité, si on se projette devant nous, là, il y a un désert démographique qui s'en vient pour nous. Ce désert-là représente environ 110 000 jeunes en moins au cours des 8 prochaines années. Pour vous donner une idée, le 110 000 jeunes en moins au cours des 8 prochaines années, c'est à peu près, c'est un petit peu plus qu'une année complète de naissance pour le Québec. Une année complète de naissance, récemment, là, on est dans le 80 à 90 000 naissances. Donc, dans les 8 prochaines années, il manque une année complète de jeunes qui ne sont pas là pour nous. Ça veut dire quoi? Ils vont d'abord, évidemment, passer dans nos cégeps. Ils vont ensuite, évidemment, passer dans nos universités. Ils vont ensuite apparaître devant vous pour le travail. Mais ces gens-là ne seront pas au rendez-vous. Donc, cherchez-les pas, ils ne sont pas là. Ça veut dire pour nous, quand on se met à regarder les taux de renouvellement, le taux de renouvellement de la main-d'œuvre, et ça, c'est grosso modo, là, combien de jeunes de 20-29 ans sont prêts à entrer sur le marché du travail au moment où il y a une centaine de retraités potentiels qui, eux, pourraient prendre leur retraite. Donc, on parle des gens de la cohorte des 55-64. Au Québec, en 2001, ça ne fait pas 100 ans, là, en 2001, 129 jeunes de la cohorte de 20-29 qui étaient prêts à remplacer 100 retraités qui potentiellement pourraient quitter. Au même moment, au Canada, on parlait de 143 jeunes pour la moyenne totale canadienne. Donc, on voit que déjà le Québec est en déficit par rapport à l'ensemble du Canada. En 2021, l'année dernière, on parle de 83 jeunes au Québec qui sont prêts, dans la cohorte des 20-29, à remplacer 100 personnes qui pourraient potentiellement prendre leur retraite. On s'entend que là, il vient d'y avoir un renversement majeur du point de vue du taux de renouvellement de la main-d'œuvre. Le Canada s'en tire un peu mieux avec 96. Okay? Donc, globalement, on n'a même pas un taux de renouvellement de 1 pour 1, même au niveau du Canada, puis le Québec fait pire. Maintenant, la question pour vous, la question qui tue, ça s'en va vers quoi, ça? Quelqu'un qui voudrait savoir analyserait le marché du travail japonais. Parce que la population qui vieillit le plus vite au monde, c'est la population japonaise. Puis, by the way, la deuxième, c'est la population québécoise. Donc, si vous avez avoir une idée de qu'est-ce que ça nous prend, il faut regarder ce qui se passe un peu du côté des Japonais.
Évidemment, cette pression-là de la main-d'œuvre, le manque de jeunes, on s'en ressent même à l'université. Au service des stages, là, on le voit de façon impressionnante en 2 années seulement. Et là, je pourrais creuser davantage ces données-là parce qu'on en a sur l'ensemble de nos programmes, là, mais j'ai sorti ceux qui étaient le plus intéressant, le plus pertinent. Ça, c'est le nombre de stages affichés par élève en moyenne annuelle. Okay? Donc, si je regarde là, en haut à gauche, 2020, j'avais 4 stages en informatique pour chaque élève que j'avais sur mes bancs d'école. En 2022, on est rendu à 6,1 stages. En sciences, on passe de 3,6 à 5,5. En communication, de 2,5 à 4,1. Là, vous voyez aller la chose. Là. Je me suis senti obligé de mettre économique là, parce que c'est mon département. 3,3 stages en économique en 2020 par élève. On passe à 7,8, presque 8 stages par élève. Ça vous donne une idée là, de la pression qu'il y a sur nos étudiants présentement. Avec ça en tête, j'ai envie de vous dire, soyons prudents avec ces gens-là. On veut leur laisser le temps d'atteindre la diplomation. Là. On ne veut pas mettre trop de pression sur eux. On va faire attention à ce qu'on appelle ici le poaching. On veut les laisser graduer parce que sur le marché du travail, si on règle un problème minimum aujourd'hui, en tirant sur ces gens-là avant la graduation, bien, on se crée un problème majeur dans l'avenir parce qu'on sait très bien que la productivité des travailleurs, des travailleuses est fortement intégrée à leur niveau de formation. Donc, si on enlève, et le risque est là, on le sent déjà dans les salles d'école, déjà qu'il y a moins de jeunes, mais si en plus, ceux et celles qu'on a, on n'arrive pas à les former jusqu'à la fin, bien, on a un sérieux enjeu sur le marché du travail québécois dans l'avenir. Les jeunes ne seront pas capables d'assumer les responsabilités de poste qu'on va vouloir leur offrir dans la mesure où leur niveau de formation n'a pas atteint sa limite. Okay? Donc, soyons prudents, laissons ces gens-là graduer. Donc, on ne peut pas s'attendre à des miracles du côté de nos 55+. Nos jeunes travaillent déjà de façon très importante, c'est juste qu'il n'y en a pas. Évidemment, là, on peut penser, bien, on va aller du côté du bassin de l'immigration. C'est la stratégie canadienne qui a été adoptée, semble-t-il. Là, si on écoute du côté du gouvernement fédéral, là, il y a eu une ouverture assez importante de ce côté-là récemment. Là, on ne se le cache pas. Ceci dit, prudence de ce côté-là aussi. Ça, c'est les données québécoises. Donc, c'est les données d'immigration depuis 1972 environ. Et moi, j'ai regardé juste la cohorte des 20-54 ans, là, la cohorte la plus susceptible d'entrer sur le marché du travail. Puis on voit que dans la dernière année, là, il y a eu vraiment un jump. C'est le niveau record, en fait, qu'on a accueilli au Québec. On parlait d'environ une quarantaine de mille d'individus là, qui sont entrés ici. Ceci dit, qu'est-ce que ça implique? Ça implique seulement un rattrapage par rapport aux 2 dernières années de pandémie. Là, on voit qu'il y a un gap quand même relativement important par rapport à la moyenne des 5 dernières années pré-pandémiques. Donc, les données de la dernière année nous ramènent à peu près simplement à où on était en moyenne annuelle sur 3 ans. Là, la question pour le Québec à se poser, étant donné les discussions qu'on a vues dans les dernières élections, là, c'est OK, qu'est-ce que le gouvernement provincial a dans l'optique pour les années à suivre? Là? Est-ce qu'il va y avoir une accélération de l'immigration économique au Québec ou non? J'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse à ça. Ceci dit, il faut quand même demeurer très prudent. Parce que l'immigration, ce n'est pas nécessairement une panacée. Il faut aussi se rappeler qu'un néo-travailleur, ben, c'est un néo-consommateur. Donc, néo-travailleur devient néo-consommateur. Puis là, la question à se poser, c'est, OK, oui, c'est vrai que si j'amène quelqu'un ici, il va combler des postes dans des endroits où on en a besoin. Ceci dit, une nouvelle famille qui arrive au Canada consomme également des biens et services au sein de notre communauté. Puis là, la question devient, est-ce que ces gens-là viennent produire davantage de biens et services qu'elles ne consomment?
Si ces gens-là viennent produire davantage de biens et services qu'elles ne consomment, on règle en partie notre problème de pénurie de main-d'œuvre. Ceci dit, si c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que ces gens-là viennent consommer davantage de biens et services qu'elles ne produisent, on exacerbe notre problème de pénurie de main-d'œuvre. On va ne faire que le déplacer. Possiblement, oui, il va y avoir plus de monde qui travaille en usine. Possiblement, oui, il va y avoir plus de monde qui sont dans le commerce au détail, dans l'hébergement ou dans la restauration ou peu importe. Ceci dit, on ne réglera pas notre problème au niveau de la santé, on ne réglera pas notre problème au niveau de l'éducation. Et donc, en réalité, si les gens qu'on accueille consomment davantage qu'ils ne produisent, on a un sérieux enjeu. Ça n'améliore pas notre problème. Donc, il faut être vraiment prudent. Puis toute la discussion autour de la migration économique devient vraiment, vraiment intéressante. Ceci dit, une fois que ça c'est dit, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui viennent chez nous, de façon générale, produisent et travaillent plus, au minimum, travaillent davantage. La participation au marché du travail, en comparaison aux Canadiens qui sont nés ici, est une participation qui est plus élevée. Par contre, ce qu'on constate, c'est que le chômage chez ces gens-là est beaucoup plus cyclique. Okay? Donc, on a encore beaucoup de travail à faire, j'ai envie de vous dire, au niveau de notre accueil qu'on offre à ces gens-là du côté du marché du travail, à garder en tête. Donc, la question devient, OK, là, tu nous dis tout ça, il y a autant de monde, l'emploi est au même niveau. Comment ça se fait à ce moment-là que la pression est si importante? La pression est si importante parce que les secteurs d'activité n'ont pas repris en même temps. Et les secteurs professionnels ont repris très rapidement. Ici, je montre encore les données entre février 2020, la différence entre l'emploi par secteur, février 2020 puis septembre 2022. Ce qu'on constate, là, c'est que les secteurs professionnels, techniques, scientifiques, la finance, l'assurance, la construction, l'information, la culture, les soins de santé, l'assistance sociale, tous des secteurs qui ont repris plus vite que la moyenne des industries, puis qui ont repris le couteau entre les dents. Et c'est des secteurs qui ont drainé énormément de travailleurs, travailleuses qui n'étaient pas des travailleurs, travailleuses qui, normalement, possiblement, travaillaient dans ces secteurs-là. Ce qu'on observe, si vous regardez au bas de l'écran, quand le secteur de l'hébergement, de la restauration veut redémarrer, comme c'était le cas là, depuis environ 6 à 12 mois, quand le secteur, par exemple, des services administratifs ou des services immobiliers veut redémarrer, c'est des secteurs qui ont beaucoup plus de difficultés. Les secteurs comme la fabrication ou le commerce de gros, par exemple, qui ont de la difficulté aussi à redémarrer parce que c'est beaucoup de manipulation puis beaucoup de gens, bien, ces gens-là, généralement, vont s'être trouver des postes, puis on a vu tantôt, dans d'autres secteurs d'activité, des secteurs d'activité qui rémunèrent possiblement mieux. Donc, pas surprenant de voir certaines bannières dans la restauration qui offrent des salaires beaucoup plus élevés que ce qu'on avait dans le passé, parce que ces gens-là ben, sont tout simplement passés à d'autres choses qu'ils n'auraient pas nécessairement fait si on ne les avait pas secoués avec une pandémie. OK? Là où ça devient intéressant et important pour vous à garder sur votre radar, c'est qu'on constate que la majorité des postes qui vont très, très bien actuellement, c'est des postes qui nécessitent formation universitaire. Donc, quand on voit qu'il y a de la pression sur nos jeunes, là, ben, elle se matérialise même dans ces données-là. OK? Donc, si on veut des pistes de solutions, ça devient un peu... il y a deux côtés à regarder cette médaille-là, en fait. Là. Pour l'employeur en tant que tel, je ne résoudrai pas vos problèmes en termes de quantité d'individus, ça c'est clair. Ma famille est déjà faite, puis je pense qu'on a décidé qu'on arrêtait ça là. Mais en réalité, individuellement, il y a beaucoup de travail à faire quand même. Quand vous venez chercher nos jeunes, soyez en mode séduction. Ça, c'est clair, net et précis. Là, si vous voulez vous démarquer, il faut être en mode séduction. On a mis de l'avant aussi l'idée que la formation à l'interne qui serait spécifique à votre entreprise serait
ultra pertinente. En fait, ça a toujours été pertinent. Ça devient encore plus pertinent dans la mesure où vous formez un individu qui va pouvoir travailler pour vous avec une formation qui est spécifique à vous. Puis cette formation-là ne sera pas réutilisable dans le cadre d'un autre travail ailleurs. Ça devient extrêmement intéressant parce que cette formation-là fait progresser l'individu au sein de votre entreprise, meilleur salaire, meilleures conditions, mais ça ne sera pas réapplicable ailleurs. Donc, évidemment, là, ça devient vraiment, vraiment intéressant de ce côté-là. On recommande aussi de s'intéresser beaucoup au profil atypique. On n'aurait peut-être pas pensé mettre un ingénieur dans tel type de poste, par exemple, ou on n'aurait peut-être pas pensé à mettre un spécialiste en communication dans un tel type de poste. De penser à l'extérieur de la boîte sur le type de spécialiste qu'on peut aller chercher sur le marché, ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. On peut penser aussi aux gens qu'on ne considérait pas du tout dans le passé pour certains types de postes. On pense à certaines entreprises ici en Estrie, entre autres, qui vont aller travailler beaucoup, beaucoup avec des gens qui ont des problèmes cognitifs, par exemple. On va les encadrer, on va redesigner les besoins d'un certain type de poste pour que des gens avec des problèmes cognitifs puissent s'y retrouver de façon plus simple. Donc, pensons à l'extérieur de la boîte de ce côté-là. Soyons flexibles aussi. Ça, je pense que mes collègues en RH, là, ils doivent être nombreux au sein de vos entreprises à le dire. Si on veut attirer une certaine clientèle, les 55 ans et plus, par exemple, faut être flexible là, au niveau des postes qu'on va faire, que ce soit en temps partiel, que ce soit en flexibilité au niveau des horaires ou ainsi de suite. Là, ça devient très, très, très intéressant. Côté technique, je pense que notre gouvernement a compris au Québec, puis on est là-dessus depuis une dizaine d'années, à mon sens, là. Il faut aussi réfléchir à l'automatisation, la robotisation, la mécanisation de certains types de postes, là. Je pense qu'on ne s'en sort pas. Les entreprises qui, au cours des 10 prochaines années, vont avoir un certain succès, c'est les entreprises qui vont arriver à trouver des nouvelles façons de faire qui ne demandent pas autant de main-d'œuvre. Donc, on doit vraiment, vraiment avoir le regard de ce côté-là pour les pistes de solutions. Donc, innovons. Et innovons, occasionnellement, veut dire trouvons de nouvelles façons plus novatrices d'organiser le travail. On en a peu. Est-ce qu'il est possible d'organiser ce travail-là pour être aussi efficace, sinon plus efficace, avec moins d'individus? Donc, c'est dans ces directions-là que la piste de solution doit aller. Alain m'avait demandé de faire un petit mot sur la récession qui s'en vient, entre guillemets, là, parce que je ne veux pas dire qu'il y a une récession nécessairement qui s'en vient. Certains de nos grandes banques ou nos quasi-banques, là, Desjardins, en tout cas, c'est déjà prononcé à ce niveau-là. De leur côté, on pense qu'il va y avoir une faible récession. Puis l'objectif, c'est de dire, ouais, mais on peut-tu penses-tu qu'avec la récession, on va être capable de récupérer suffisamment d'individus sur le marché du travail pour combler les postes qu'on a actuellement, là? Ben là, ça, c'est à voir. Ce qu'on sait présentement, c'est que la Banque centrale a augmenté les taux d'intérêt de façon très rapide pour endiguer le problème d'inflation qu'on a. Ceci dit, 2 bémols. Les 2 tiers à peu près du problème d'inflation qu'on a, ce n'est pas de l'inflation qui est domestique. C'est vraiment de l'inflation internationale, entre guillemets, qui vient d'un problème associé aux chaînes d'approvisionnement qu'on a eues pendant la crise et qui vient en partie de la guerre en Ukraine. Ce problème-là, au niveau de l'inflation, devrait se résorber de lui-même, généralement dans une période de 12 mois. C'est ce que nous, on appelle un problème d'effet de base. Ceci dit, il y a quand même 1 tiers de l'inflation actuellement qui est domestique. Et le gros danger, c'est que cette inflation-là s'installe dans les mentalités. Que là, les travailleurs négocient des salaires vraiment fermes pour protéger leur pouvoir d'achat. C'est ce que la Banque centrale essaie d'éviter. Parce que si on s'en va dans cette dynamique-là, on entre vraiment dans la dynamique la pire pour un banquier central, c'est la dynamique salaire-prix. L'un relance l'autre. Et là, on reste coincé dans un cercle vicieux où l'inflation reste élevée parce qu'elle est nourrie par les augmentations salariales
et les augmentations salariales restent élevées parce qu'elle est nourrie par l'inflation. C'est ce que la Banque centrale souhaite en augmentant, éviter en fait, en augmentant les taux d'intérêt aussi rapidement. Puis, by the way, on n'a jamais vu une hausse de taux aussi rapide. Généralement, les hausses de taux sont graduelles. Les hausses de taux présentement sont efficaces, même si elles n'ont pas atteint leur plein potentiel d'efficacité. Ça demande généralement entre 18 et 24 mois avant d'atteindre le plein potentiel d'efficacité, mais la construction résidentielle a déjà reculé. Ça, on l'observe déjà. Ceci dit, j'ai envie de vous dire, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on est en pénurie de logements également. On n'est pas juste en pénurie d'individus. Là, ma blonde n'arrête pas de me dire dans des contextes comme ça, elle dit, je ne comprends pas ton affaire, je ne comprends pas ton affaire. Je dis, il manque de monde, il manque de logements. Je dis, s'il n'y a pas de monde, les logements, ils devraient en avoir en masse. Je dis, attention, je dis, c'est pas parce qu'ils prennent leur retraite qu'ils meurent. Donc, ils ont encore besoin de leur logement, right? En réalité, les deux pénuries peuvent coïncider et cohabiter, il n'y a aucun problème. Au moment où on se parle, les ventes au détail tiennent le coup, par exemple. Donc, il reste encore un peu d'épargne du côté du consommateur. On pense que si le ralentissement se matérialise, s'il y a vraiment récession l'année prochaine, elle va être faible. Ce ne sera pas une récession à haute amplitude. Desjardins parle d'une hausse des taux de chômage au Québec de 4,1 à 5,4 5,5 Ce n'est pas la mer à boire. On voit tout de suite sur ce graphique-là, c'est le taux de chômage canadien historique depuis 1976, un taux à 5,4 au Québec. Ce n'est pas ça qui va ramener plein de monde sur le marché du travail. Les calculs que j'ai faits, en fait, une progression de 4,1 à 5,4, ça ramène à peine 60 000 personnes sur le marché du travail. On pense plutôt, en fait, que les entreprises vont garder leur main-d'œuvre. Donc, ça risque d'être une récession technique avec un repli de l'activité sans qu'il y ait de repli majeur au niveau de l'emploi. Parce qu'on sait tous et toutes que c'était très, très, très difficile d'embaucher et qu'on ne veut pas avoir à revivre ça dans 6 mois, 1 an. Donc, les entreprises vont être très, très, très prudentes, là, mais il y a le temps de mettre à pied. J'imagine que vous le savez mieux que moi. Alors, ce n'est pas un portrait, comme Alain disait, qui est super rose. Où est allé tout ce monde, j'ai envie de vous dire, dans bien des cas, ils sont juste pas nés. Il y a un creux démographique qui s'en vient pour nous. Il va falloir travailler très, très fort du côté de l'embauche au cours des 10 prochaines années, j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas un problème qui va être temporaire pour nous. Si ça passe par l'immigration, il va falloir être très, très, très proactif pour être capable d'intégrer rapidement ces gens-là dans nos entreprises de façon efficace. Le Québec fait généralement bien de ce côté-là, mais ceci dit, il y a des gens qui font mieux que nous encore. Donc, il y a du travail à faire de ce côté-là, à mon sens. J'espère que je ne vous décourage pas trop. On va essayer de les former au mieux de notre capacité, nous, ici à l'Université de Sherbrooke. Mais ceci dit, laissez-nous la chance de le faire. Puis un coup que ça va être fait, on va souhaiter le meilleur, mais le problème de pénurie de main-d'œuvre n'est pas là pour disparaître au cours des prochaines années. Alors voilà, c'est sur ça que je m'arrête. Et là, on me disait qu'il y avait possibilité de faire une petite séance de questions. Donc, je vais vous inviter peut-être à écrire vos questions dans le chat, là, puis je vais essayer de voir comment je peux gérer ça. Mon temps est quand même limité. On me disait du côté du service des stages aussi qu'on pouvait prendre peut-être les questions en note, puis peut-être de trouver une façon de faire un petit document rapide là, dans lequel on répondrait à vos questions. Alors voilà. Oui, pour rebondir sur ce que David vient de dire, là, dans le fond, on vous demande vraiment de poser vos questions dans le clavardage uniquement. Là, c'est sûr que David, lui, son temps est limité, il va devoir nous quitter bientôt, mais nous, on va récolter toutes les questions, on va en discuter avec David, puis on va vous transmettre les réponses à la suite avec l'enregistrement du webinaire. Donc, vous allez recevoir ça par courriel prochainement, là, dès que possible. Merci beaucoup pour votre participation.
Bon, laissez-moi un peu regarder là, dans le chat. Pourquoi? Ben, en réalité, j'ai une question ici. Pourquoi le marché de l'emploi reste aussi fort malgré la montée des coûts de main-d'œuvre? Ne devrait-il pas y avoir un effet de rétroaction? En réalité, les coûts de main-d'œuvre sont si élevés parce que la demande pour la main-d'œuvre est aussi forte. C'est ça l'enjeu. Le problème qu'on a actuellement du côté, la fameuse spirale salaire-prix là, que je vous notais un peu précédemment, le danger est là. Les salaires augmentent parce que la demande est forte. Puis de ce point de vue-là, nous, on se considère presque en tempête parfaite dans un contexte où il y a de la place à ce qu'il y ait des augmentations de salaire devant un marché aussi serré. Fait que c'est ce que j'ai envie de vous dire. La beauté ou la bonne nouvelle de ce point de vue-là, à moyen terme, à long terme, c'est que si les coûts de main-d'œuvre sont si élevés, ça met une pression supplémentaire sur les entreprises pour innover, pour tenter d'accentuer leur production en l'absence de main-d'œuvre. Donc, ici, on va parler d'innovation, robotisation, automatisation, des trucs comme ça. Donc, la beauté, mais ça va être un effet qui va se faire surtout sentir sur le moyen terme. Ça va être à ce niveau-là. Ensuite, laissez-moi voir. Est-ce que le gouvernement favorise l'immigration des jeunes qui, par définition, consomment moins dans le domaine de l'éducation de santé comparativement à une famille? En réalité, présentement, on favorise l'immigration économique. Et en favorisant l'immigration économique, par définition, on se trouve à favoriser l'immigration des jeunes. On va se trouver à favoriser l'immigration des gens qui ont une certaine formation déjà, puis à favoriser l'éducation, ou du moins l'immigration des gens qui sont les plus expérimentés. Et là, on sortirait du cadre jeunesse. Donc, 2 sur 3 dans ce qu'on favorise actuellement, ça va être des jeunes. On aime aussi favoriser les jeunes du point de vue de certains profils scolaires, ce qui est le cas au gouvernement du Québec actuellement. Il y a certains profils scolaires là où les manques de main-d'œuvre sont plus pressants là, qui vont arriver de ce côté-là. Donc, oui, il y a un certain favoritisme du côté des jeunes dans le cadre actuel. J'ai envie de vous dire, essentiellement. Il est midi 20, David, si jamais. Midi 20. Bon, ben, je vous en fais une petite dernière, puis je vous quitte ensuite. Malheureusement, je vais devoir y aller. Question intéressante. Comme employeur, selon l'IPC 2022, comment devrions-nous donner d'augmentation salariale en pourcentage à nos employés pour contrer l'inflation? J'ai envie de vous dire pas 7 j'ai envie de vous dire pas 7 En réalité, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pas travailler sur une moyenne annuelle, mais vous allez travailler sur une moyenne multi-annuelle. Parce que la question à vous poser, c'est combien vous avez donné en 2020, 2021, 2022. 2021, 2020, là, si vous regardez les chiffres de l'inflation a eu un moment négatif. Est-ce que vous avez donné des augmentations nulles à vos travailleurs ou négatives à ce moment-là? J'ai envie de vous dire, j'en doute. Donc, objectivement, là, ce qu'on veut éviter, c'est la spirale inflationniste. On ne veut pas nier le fait qu'il y a un problème au niveau là, du pouvoir d'achat des travailleurs, mais si les employeurs rentrent dans la game qu'on va donner l'inflation, on va échapper la balle. Donc, ce qu'on veut faire, grosso modo, c'est vous pourriez, ou la stratégie que je suggérerais, c'est de regarder la moyenne de l'inflation sur 2 ou 3 ans. Puis de dire, écoutez, la Banque centrale va ramener ça à 2 d'ici 2 ans. Présentement, on est conscient que c'est élevé. On va aller dans votre direction, faire un pas vers vous. Mais ceci dit, pensons aussi qu'il y a 1 an ou 2, l'inflation était négative et généralement, les employeurs ont quand même donné des augmentations salariales positives. Donc, moi, je ferais une moyenne de l'inflation sur 2-3 ans, puis je travaillerais avec ça du côté de ma négo salariale.